Aujourd'hui, on va accueillir pour ce réveil des idées Claude Cholet, président de l'OJIM, près donc l'Observatoire des journalistes et de l'information médiatique. Le réveil des idées, c'est parti. Frontières, la matinale. Le réveil des idées. Bonjour Claude Cholet, bienvenue chez Frontières, donc dans cette matinale. Aujourd'hui, on va revenir justement sur une actualité, c'est celle donc de Vincent Bolloré. Pas que, évidemment, parce que le journalisme touche justement toute la France ces derniers temps, ça s'est même touché les États-Unis, l'impact du journalisme. Vincent Bolloré est devenu propriétaire, Jules, de l'ESJ Paris, et il est nommé justement... alors je sais pas comment on dit, comme dire en tout cas il est nommé il a nommé Vianney d'Alençon comme directeur de l'école. Justement, et pour Usul et Lumi, journaliste du média d'extrême gauche Blast, cette nomination passe mal car M. d'Alençon est catholique. Il faut justement en parler, on écoute tout de suite. Celui qui a été nommé comme président de l'école, c'est Vianney d'Alençon, un entrepreneur catholique connu pour avoir créé un parc à thème appelé le Rocher Mistral, un genre de Puy du Fou sur la Provence. Vianney d'Alençon, ça par contre vous entendez, ça fait pas plouc. Alors déjà mytho par contre, parce que le mec est né à Sainte-Foy-les-Lyons, donc il est même pas d'Alençon, mais c'est même pas son nom complet c'est Vianney Marie Audemars d'Alençon. Vous entendez bien qu'on est sur du gros riche de droite. Bon. Bon, bonjour Claude Cholet, vous entendez ces belles paroles de notre confrère Usul. Vous avez vu que dans cette actualité, que l'école de l'ESJ a été reprise par plusieurs entrepreneurs français, donc il n'y a pas juste Vincent Bolloré, il y a la financière Agache de Bernard Arnault, il y a également Rodolphe Saadé, Vincent Bolloré. Bon, évidemment, Vincent Bolloré est celui qui focalise, sur lequel la gauche met la lumière. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette reprise de cette école par ces entrepreneurs ? Est-ce que c'est une bonne chose qui va vers un pluralisme, ou alors est-ce que c'est une école de militants qui va être créée ? Bon, on va élargir un peu le débat. Combien y a-t-il d'écoles de journalisme en France reconnues par l'État ? Il y en a 14, plus toutes les écoles privées qui reposent sur un modèle purement économique, où il doit y avoir au moins une trentaine. Les 14 écoles reconnues, qui sortent à peu près 650 diplômés par an, il se trouve que l'Observatoire du journalisme, OJIM en abrégé, vient de sortir une brochure qui s'appelle, je l'ai sous les yeux, « Formatage continu, Tour de France des 14 principales écoles de journalisme ». Un peu de publicité. Les auditeurs, c'est bien amené. Les auditeurs peuvent se la procurer sur le site de l'OJIM ou sur le site de notre éditeur, les éditions de la Nouvelle Librairie. Parmi ces 14 écoles, il y en a 2 qui sont considérées comme neutres. Et ce sont les 2 plus petites. Celle de Cannes, avec David Lisnard qui est le maire de Cannes, et une petite école à Paris. Les 12 autres, la totalité des 12 autres, sont toutes classées à gauche ou à l'extrême gauche. Alors vous avez un variant, vous avez peut-être léger centre-gauche, le plein gauche, et puis carrément l'extrême gauche, avec un phénomène que j'appellerais un phénomène reproductif et d'autorégulation. Alors comment ça se passe ? Bon, d'abord, la plupart des professeurs, je dis bien la plupart, pas tous les professeurs, sont de gauche ou d'extrême gauche. Parmi le mécanisme de sélection, il est évident, des élèves, des candidats, ils vont favoriser de manière toute naturelle les candidats de gauche ou d'extrême gauche. Ça ne veut pas dire qu'un jeune journaliste ou aspirant journaliste de droite ou conservateur, comme vous voulez, ne puisse pas y faire ses études. Mais ça sera déjà un petit peu plus compliqué pour y rentrer. Je pense que sur son CV, il a quand même tout intérêt à ne pas mettre, par exemple, frontières ou valeurs actuelles, ou même qu'il ait fait un stage à CNews, ou même dans une radio catholique. Donc là, il y a un phénomène, je dirais, de sélection par les professeurs. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bon, comme ils sélectionnent des candidats qui sont plutôt à gauche ou à l'extrême gauche, quelques années plus tard, ou une génération plus tard, qui seront les professeurs ? Ce sont ces mêmes élèves qui, à leur tour, vont choisir, etc., etc., etc. Parmi les rédacteurs de l'Observatoire du journalisme, j'ai traditionnellement un certain nombre d'étudiants en journalisme. Pourquoi ? Parce que bon, c'est intéressant, ils se font les dents, ils gagnent quand même 2 francs 6 sous, ils sont mal payés, mais ils sont payés quand même. Et je me rappelle que j'ai une
Oui, c'était il y a quelques années. Alors je crois que c'est le Centre de formation des journalistes de Paris, donc une des 3 grandes écoles. En gros, il y a 3 grandes écoles. Il y a Sciences Po, le CFJ à Paris, le 3e étant l'ESJ de Lille, qui est la pire. Donc cette jeune fille qui était au Centre de formation des journalistes, il se trouve qu'elle avait un petit ami. À l'époque, c'était le Front National, c'était pas le RN. Et elle l'accompagne un jour dans un cocktail du Front National et elle sert quelques hors d'œuvre ou des biscuits salés. Et il se trouve qu'elle est prise en vidéo. Comment ça se passe ensuite? Patatras. Alors, qui la dénonce? Les élèves. Ce sont les élèves de sa promotion qui la googlent et qui vont voir la direction, qui disent « Mais vous avez vu, elle est convoquée par la direction. » Qui lui dit « Ma chère Marthe ou Juliette, c'est très grave ce que vous avez fait. Vous vous rendez compte? Si ça se sait, la réputation de l'école, on ne pourra plus caser nos élèves dans les rédactions. » Bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est tue, hein, bien évidemment. Elle a compris que si jamais elle était prise une deuxième fois les doigts dans le pot de confiture conservateur, eh bien, elle n'aurait pas son diplôme. Bon, ça, c'est la situation telle qu'elle est. Face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Bon, réformer ces écoles de journalisme de l'intérieur, moi je veux bien, ça va prendre une génération. Alors moi je suis trop vieux, pour vous ça va, ça ne pose pas de problème. Je pense qu'on est un petit peu plus pressé que ça. Donc je pense qu'il faut faire autre chose. Bon, il existe déjà une autre école qui s'appelle l'ILDJ, l'Institut Libre du Journalisme. Dont Le Monde a sorti une enquête. D'ailleurs Le Monde a fait aussi une offensive sur cette école il y a 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Et ils ont fait une enquête pour dire que justement c'était une fabrique de militants de droite. Alors, mais c'est normal que le Monde se défende. Pourquoi? Parce qu'ils défendent leur précaré et ils défendent l'exclusivité. C'est-à-dire que tous les journalistes, si possible, doivent être progressistes, de gauche ou d'extrême gauche. Donc l'ILDJ existe, c'est une première chose. J'encourage tous les jeunes gens et les jeunes filles qui vous écoutent, qui veulent devenir journalistes, à contacter l'ILDJ, qui est une excellente école. Alors, la reprise de l'ESJ. Bon, l'ESJ, c'est la plus ancienne école de journalisme en France. Bon, Ancon est en train de claquer. Je pense qu'elle n'était pas gérée sur le plan financier, peut-être d'une manière parfaite. Bon, je pense qu'elle allait disparaître. Bon, donc le fait qu'elle soit rachetée n'est pas forcément une mauvaise chose. Bon, elle est rachetée par qui? Par des gens qui ont des moyens, c'est-à-dire par les milliardaires. Alors c'est pas Bolloré, hein, c'est Bolloré, plus Saadé, plus le groupe Bayard, plus Bernard Arnault, plus le groupe Dassault, etc., etc. Bon, il est évident que ces gens-là le font aussi pour défendre leurs intérêts. Alors quel est mon point de vue là-dessus? Bon, je dirais que alors, est-ce qu'on doit voir le verre à moitié plein ou à moitié vide? Alors, on dit à moitié vide, oui, bon, ils rachètent cette école pour défendre leurs intérêts. Est-ce que leurs intérêts sont absolument tous ceux du camp patriote? Peut-être pas toujours. Alors ça, c'est le verre à moitié vide. Puis il y a le verre à moitié plein. Bon, allez, ça va quand même apporter un petit peu un peu de pluralisme, un petit peu d'air. Dans la brochure là, que nous avons éditée, on a fait un dessin qui représente une professeure virtuelle et factice, bien évidemment, inventée, qui s'adresse aux élèves. Et elle dit aux élèves, vous savez, nous sommes une école pluraliste, nous sommes ouverts à tous les pluralismes de gauche. Bon, eh bien qu'il y ait un pluralisme qui soit... Une école NFP. Voilà, plus libéral. Moi, je ne suis pas libéral, hein, je suis conservateur. Un peu conservateur. Bon, je crois que ce n'est pas une mauvaise chose dans l'ensemble. Ce que je souhaiterais, c'est que, comme disait le président Mao, que Sans Fleurs fleurisse et que d'autres écoles se créent pour échapper à cette chape de plomb, je dirais, de l'entre-soi, et un entre-soi qui est mortifère. Alors moi, ça m'intéresse ce que vous avez écrit. Alors, j'ai envie de vous demander quels sont les critères objectifs sur lesquels vous êtes basé pour dire que une école est d'extrême gauche et une autre ne l'est pas. Je prends l'exemple de la rédaction. Tout le monde n'est pas passé par des écoles de journalisme. C'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui sont passés en dehors de ces cursus.
pas mal ont connu la faculté, donc c'est aussi une façon d'appréhender parfois certaines nuances de gauche. Et nous, on avait quand même par exemple, moi je rappelle à la fac, c'était certains cours. Par exemple, j'avais un cours de sociologie des discriminations dans lequel j'avais une professeure qui venait des pays de l'Est, qui était LGBT, qui avait une détestation mais incroyable pour l'homme blanc et vraiment les catholiques, et qui elle nous donnait cours et nous faisait des cours pour enseigner comment est-ce qu'on peut, avec le droit d'asile, réussir à sortir des discriminations. Bon, pour moi, ça c'est objectif. Là, on avait un cours qui vraiment avait des pro-migrants et autres. Vous basez sur quels critères objectifs pour dire qu'il y a des écoles qui sont d'extrême gauche, certaines moins à gauche? Bon, d'abord, on a fait une enquête, je dirais, on a pris les 14 écoles une par une, et dans la brochure, il y a l'histoire de l'école, comment elle est dirigée, etc. Mais surtout, le plus intéressant, on a pris des témoignages d'anciens étudiants, parce que c'est ça, au fond, qui fait, je dirais, la substance scientifique que moi. Ces écoles, sur le plan technique, elles sont bonnes. Sur le plan technique, vous apprenez à faire une vidéo, à faire un montage, à faire une interview, avoir un chapeau, une introduction, une conclusion si vous faites un texte, et si vous faites une radio, ils sont capables de faire un 1 minute 30 ou un 4 minutes et de se chronométrer. Donc là, il n'y a pas de problème sur le plan technique. Le problème, c'est le problème de l'encadrement idéologique. Alors on a contacté, je dirais, par le réseau, un certain nombre d'anciens élèves, et puis les anciens élèves disent, voilà ce qui s'est passé. Alors tiens, je vais donner un témoignage d'ancien élève, Laurent Berton, pour ne pas le nommer, que je connais bien. Alors je dis, Laurent, il a passé 2 ans à l'école supérieure de journalisme de Lille, l'ESJ, c'est la pire. Alors je dis, mais comment tu as fait? Mais c'est extrêmement simple. Pendant 2 ans, je me suis tu. Je n'ai parlé à personne, j'allais au cours, je prenais ce qui était intéressant sur le plan technique, je ne parlais pas aux professeurs, je ne parlais pas aux élèves. Bon, voilà, autrement dit, c'est comment survivre en milieu hostile. Bon, alors... se taire tout le temps, c'est quand même fatigant un petit peu à la fin. Tiens, je vais prendre un autre exemple récent. Là, c'est plus récent sur le journalisme. Encore une ancienne élève d'une école de journalisme, l'école de journalisme de Sciences Po. Elle fait son école, elle réussit, elle est diplômée dans un bon rang, et elle part dans la presse quotidienne régionale, un grand journal de l'Ouest. Un grand journal de l'Ouest. Et alors là, il y a une conférence de rédaction, comme il y en a tous les jours. Et il se trouve que ce jour-là, ou la veille, à Rennes, un Afghan, réfugié ou pas, je ne sais pas, clandestin ou pas, je ne sais pas, a agressé une vieille dame. Alors, il l'a pas tuée, mais enfin, il l'a quand même molesté très sérieusement pour la voler. Et on en parle en conférence de rédaction. Et à ce moment-là, pas le chef du service, un des journalistes dit, mais attention, si on en parle, est-ce que ça ne risque pas de favoriser Marine Le Pen? Les autres, mais t'as raison quand même. Oui, mais c'est vrai ça. Bon, alors allez, on en parle en page 8 et en tout petit, et puis on change le prénom, et puis on va rire un peu, on va mettre Vladimir, tiens, comme prénom. Et elle, toute naïve, je sais pas, 23 ans, 24 ans, dire quand même, nous sommes journalistes, nous devons respecter la réalité. Silence de mort. Après la conférence de rédaction, c'est un journaliste qui vient la voir en lui disant, mais tu es avec nous ou tu es contre nous? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as dit? Tu te rends compte des conséquences que ça peut avoir? Elle n'est plus dans ce journal. Mais alors je sais pas si on connaît la même personne, mais effectivement moi j'ai entendu des choses, on peut citer de toute façon Ouest France si c'est bien le cas également, mais Ouest France a un comportement où moi j'ai eu des échos même pendant le Covid, où ils cachaient des choses, effectivement ils changeaient les prénoms, ils font en sorte de mettre en avant des informations qui vont plutôt contre l'homme, le méchant homme blanc catholique, plutôt que vers des personnalités qui dérangeraient ou effectivement qui pourraient arranger selon eux l'agenda politique du Rassemblement national et même de la droite de manière générale. C'est affligeant. Je me souviens que tu avais fait aussi un sketch, tu te souviens, avec Baudouin, avec Georges Baudouin, justement pour tourner un peu en dérision une rédaction de Libération qui serait tombée sur un fait d'actualité qui voulait justement tout faire changer. Parce que ça arrive, il faut quand même ne pas oublier Thomas Perotto qui a été tué l'année dernière. Ils ont trouvé sur son TikTok qu'il avait republié sur son réseau social là une vidéo du Rassemblement national. Et d'un coup, il y a eu une tournure. Déjà, il fait du rugby, donc c'est un facho, si c'est un mec qui fait du rugby. Donc Thomas Perotto faisait du rugby, et en plus de ça, sur TikTok, donc sur ses réseaux sociaux, il a partagé des choses du RN et de droite.
Et d'un coup, sa mort n'a plus le même sens, en fait. C'est quand même grave. Claude Cholet, je voulais faire réagir à... Je sais pas si vous avez vu, mais dernièrement aussi, beaucoup de journalistes ont pris la parole en faveur du fait de quitter X et d'aller sur ce nouveau réseau social qui s'appelle Blue Sky. Est-ce que c'est pareil, une forme d'entre-soi, de pas tolérer la pensée, on va dire, qui serait plus diverse? Comment vous analysez ça? C'est dans la continuité, peut-être? C'est dans la continuité absolue, mais en même temps, ça constitue un paradoxe. En tant que journaliste, on devrait être pour la liberté d'expression, aussi large que possible. Alors, la liberté totale, ça n'existe pas. Il y a toujours eu des formes de censure. Vous ne pouvez pas tolérer des appels au meurtre ou dénoncer votre voisin parce que vous avez un problème de clôture et dire qu'il est un criminel et qu'il devrait être emprisonné. Donc, il y a toujours des limites. Alors, il se trouve que depuis que Elon Musk... Gloire à lui. Je ne le connais pas personnellement, il ne m'appelle pas tous les jours. Depuis qu'il a racheté le réseau Twitter, qu'il a transformé en X, il a quand même fait un appel d'air absolument formidable. Hein. Bon, nous, le gym, on est sur X, Twitter, c'est notre principal réseau social. Avant Elon Musk, je sais pas moi, allez, une fois sur 3 ou une fois sur 4, on avait un rappel à l'ordre, attention, ceci, cela. Maintenant, depuis qu'Elon Musk a repris, on n'a plus ce genre de soucis qu'on continue d'avoir avec Meta, Facebook et Instagram. Alors pourquoi certains journalistes, pas tous hein, quand même, moi je n'emploie jamais l'expression les journalistes. Je dirais la plupart des journalistes, l'essentiel des journalistes, mais il y a de brillantes exceptions dont vous faites partie d'ailleurs tous les deux. Surtout que certains journalistes ont annoncé partir, mais ils sont revenus aussi. Voilà. Alors, il se trouve que ces gens-là ne tolèrent pas, ils veulent rester absolument entre eux. Alors maintenant, moi je crois aux rapports de force. Hein. Les rapports de force, ça existe. Rapports de force financiers, rapports de force d'influence également. X-Twitter, à la louche, ça va être quand même 200 millions de personnes qui l'utilisent tous les jours. Ça reste le principal réseau social qualitatif. Bien plus que Facebook ou Instagram. Instagram, c'est vraiment très bien sur le plan commercial, si on vend quelque chose. Facebook, c'est bien pour les copains ou pour la famille. X Twitter, là, on peut discuter, ou LinkedIn, qui est un réseau social à part. On peut vraiment avoir une discussion à caractère intellectuel, idéologique ou politique. Alors, comme vous l'avez souligné, il y en a qui partent, puis il y en a qui reviennent. Pourquoi ? Parce qu'ils en ont besoin. Moi, j'aspirerais à ce que les Européens, un jour, créent leur réseau social européen, parce que tous ces réseaux sociaux sont quand même sont américains. Donc, ils défendent aussi un petit peu les intérêts de l'Amérique, ce que je ne vais pas leur reprocher. Il est normal que les Américains défendent des intérêts américains, mais je souhaiterais tellement que les Européens, pour une fois, défendent les intérêts européens. Vous voulez que Bolloré crée un nouveau média Alors, Bolloré ou ça va pas crier, là. Bolloré ou d'autres, mais créer un réseau social, ça représente... c'est pas 1 ou 2 millions, hein. C'est quelques dizaines ou quelques centaines de millions d'euros. Maintenant, rien n'est impossible. Peut-être qu'on va trouver demain un Elon Musk européen qui sera peut-être pas français. Que sais-je, peut-être que Frontier va le trouver. J'ai confiance. Assurément. Non, que Frontier va tellement grandir que vous allez créer à ce moment-là un nouveau réseau social auquel je m'abonne immédiatement. Il y a un élément sur Twitter, moi, qui m'a frappé et qui a effectivement pas sur Meta, donc Instagram ni Facebook. Alors, quoique peut-être que ça va finir par arriver, Facebook, peut-être, moi je connais pas très bien Facebook. Twitter a aujourd'hui une note de communauté. On peut mettre une note de communauté pour apporter du contexte, pour apporter plus d'informations, ce qui permet de rétablir, parfois même, ça nous est déjà arrivé, alors pas tout le temps, merci, on vérifie au maximum nos informations, mais ça peut arriver qu'on ait des notes de communauté pour repréciser les informations. Ça remet en question et ça permet vraiment que ce soit aussi participatif. Ce qui, pour moi, est le meilleur moyen de garder de la liberté, de garder différents points de vue, ce qui n'existe pas, en fait. Meta, aujourd'hui, ne propose pas, en fait, de remettre du contexte. Et si on remet du contexte, on se fait censurer. Je peux reparler justement d'Occidentis, le média qui a été fondé par David Allen, qui est directeur de la communication ici. Mais en fait, si jamais on a un autre propos sur Meta qu'un propos de gauche progressiste, on est censuré. Mon propre compte a été censuré. Frontière a été banni pendant 3-4 jours. Enfin, même, on a été banni à 4 reprises. Donc, on a dû se battre. Et je pense que si on n'avait pas eu cette médiatisation autour de cette censure, on ne serait pas là. Enfin, faut dire ce qu'il y a. Je pense que peut-être pas on serait pas là nous, mais le compte Instagram n'existerait plus. Alors, vous avez raison de le souligner. Paul Verlaine disait « pas la couleur, rien que la nuance ».
Alors c'est vrai que sur Facebook, on a les couleurs. Alors avec j'aime, j'aime pas. Alors rouge, vert, bleu, mais puis mais c'est pas vert clair et c'est pas rose foncé non plus. Et le fait que sur X, Twitter, ce que vous appelez les notes de communauté, qu'on puisse nuancer, je trouve ça absolument formidable. Mais je dirais le camp d'en face, je suis désolé, c'est peut-être un peu trop abrupt, le camp progressiste, il est tellement intolérant qu'il refuse toute nuance. Hein. C'est où vous êtes un ange, où vous êtes le diable. Hein. Je vais revenir un peu sur les écoles de journalisme et sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait une école de journalisme pour faire du journalisme. Hein. Et moi, je dirais même, je recommanderais plutôt, dans l'état actuel du chose, l'ILDJ à part, et peut-être le futur ESJ, on verra, plutôt de faire des études qui ouvrent l'esprit. En gros, des études littéraires, des études d'histoire, des études de littérature moderne ou littérature ancienne, d'avoir une très bonne culture générale. Alors, je pense que l'essentiel, c'est la culture générale, d'avoir du recul sur soi, je dirais un peu de distance, y compris par rapport à ses propres opinions et à ses propres convictions, d'avoir le sens de l'humour. Je crois que d'ailleurs sans sens de l'humour, c'est très difficile de vivre. Et puis le sens de l'humour, ça permet aussi parfois un peu de se moquer de soi, de nuancer tout simplement, et d'être un peu plus tolérant. Moi je suis tolérant à tout, sauf à l'intolérance. Et qu'est-ce que justement, voilà, journaliste de droite, journaliste de gauche, on pourrait dire journaliste avec des sensibilités de droite, je dirais plutôt moi. Qu'est-ce qui manque dans ce journalisme encore? Quelles sont ses lacunes pour ce que vous appelez un peu le camp patriote national de droite? Quelles sont les lacunes dans le journalisme aujourd'hui? Est-ce que ce serait par exemple, j'ai à l'esprit justement cette façon de, comme on dit l'anglicisme, pardonnez-moi, de fact-checker. Peut-être que c'est pas assez fait sur ce qui peut être fait de l'autre côté. Nous on se place sur le terrain de l'enquête. Quelles sont pour vous les lacunes encore de ce journalisme? Bon, d'abord, je dirais qu'on a 50 ans de retard. Hein. Et encore, 50 ans de retard, peut-être que je suis optimiste. Parce que moi, je vois, par exemple, le camp progressiste qui parle de la valorisation des médias. Ça me fait rire. Hein. Alors, CNews est un grand succès. Mais CNews, c'est 3,2% d'audience. Le JDD, c'est 40 000 exemplaires diffusés. Europe 1, c'est 4% d'audience. Donc, autrement dit, il y a plus de 90% ou 95% de l'autre côté. Donc, ça introduit une petite touche de pluralisme. Alors, c'est vrai que les choses sont un peu en train de changer depuis Bolloré, en gros, depuis 5 ans. Moi, je vois la situation par rapport à il y a 10 ans, et la situation maintenant, il y a 10 ans. Un jeune journaliste ou aspirant journaliste conservateur, pour trouver un travail, en gros, il allait à Valeurs Actuelles et Valeurs Actuelles. Bon, ce qui était quand même, c'est une petite rédaction en plus. Donc, les choses sont en train de s'ouvrir. Alors bon, je sais, l'hirondelle ne fait pas le printemps, bon, d'autant plus qu'on est en automne. Donc attendons le printemps prochain. Mais je pense qu'un jeune journaliste conservateur, même maintenant BFM TV, on voit est en train de changer un peu. Alors, le groupe Bayard est aussi en train de... Alors, vous avez vu que un transfuge du groupe Sterrin est devenu directeur du développement du groupe Bayard. Bon, Sterrin, c'est pas le diable. C'est un entrepreneur catholique, bon, milliardaire, ça c'est vrai aussi, puis qui aide un certain nombre d'entreprises patriotes. Bon, que cet homme qui est un entrepreneur qui a réussi dans d'autres domaines devienne directeur de développement du groupe Bayard, ça n'a rien d'anormal. Immédiatement, un certain nombre de journalistes du groupe Bayard, attention, on va se mettre en grève. C'est grave. Donc il y a un phénomène, je dirais, comment dirais-je, d'entre-soi qui est généralisé. Moi, je vois beaucoup de journalistes et de jeunes journalistes. Alors vraiment, il y a deux cas. Hein. Il y a ceux qui ont fait une école de journalisme. Alors ceux-là, ils me servent même pas la main. Si je les croise, ils changent de trottoir. Hein, parce que je leur fais peur, alors que je suis un garçon extrêmement gentil. Et les autres, qui ont fait plutôt y compris de gauche, ou même d'extrême gauche, mais qui n'ont pas fait une école de journalisme, qui ont fait plutôt la faculté, bon là je dirais que ça se passe mieux, on peut discuter. Moi, j'encourage vraiment tous vos jeunes auditeurs à devenir journalistes. Vous le savez d'ailleurs, vous le faites, c'est un métier formidable. Hein. C'est un métier où on se remet en cause tous les jours. On doit réinventer quelque chose. On doit se remettre en cause. On peut se tromper.
Ça arrive, hein, ça arrive. Vous avez parlé de fact-checking. Là aussi, on est très en retard. Tous les fact-checkers sont de gauche ou d'extrême gauche. Hein. Il y a 15 jours, j'étais à Budapest pour une conférence de l'OGIM hongrois, puisque nous avons un correspondant en Hongrie qui en gros applique le même modèle que l'OGIM, avec une rédaction qui est complètement indépendante. Et c'était sur le fact-checking. Tous les fact-checkers hongrois sont de gauche ou d'extrême gauche. Tous les fact-checkers français de même. Alors eux, ils ont créé un fact-checking neutre, en tout cas plus neutre, qui s'appelle Factum, F-A-K-T-U-M, que j'espère reprendre. Alors, c'est un scoop pour Frontières, que l'OGIM espère reprendre en 2025. Si on trouve les sous, parce que je dirais là aussi c'est une question de moyens. Fact-checking, ça veut dire de la veille, et ça veut dire au moins une personne à plein temps qui ne fait que ça. Exactement, et ça faut dire, on en parlait justement avec Eric, puisqu'on a fait une FAQ il y a quelques jours, et les gens nous demandaient est-ce que vous allez ouvrir une cellule de fact-checking. En fait, il faut quand même réaliser, comme vous le dites, que ça coûte énormément d'argent, et que contrairement aux médias de gauche, eux ont des financements du service public, ils ont la possibilité, ils ont des budgets pour. Nous, ici, en fait, c'est un souhait qu'on a. On a certaines personnes qui passent du temps, mais pas à 100%. C'est un vrai travail de devenir fact-checker, justement. Et moi, j'avais un autre élément, justement, par rapport en tout cas à la droite, qui devient de plus en plus, qui s'étend. Toi, tu m'as parlé, je crois que c'est toi, Jules, qui m'a parlé du pop-fascisme. C'est comme ça qu'à gauche, ils appellent le fait qu'à droite, on s'approprie des codes de la gauche. Et ça, c'est pas faux. Enfin, alors, le terme est quand même un peu spécial, il faut le dire, mais on fait en sorte, et moi, c'est vrai que j'ai fait des études d'art, par exemple, et de graphisme, et on fait en sorte, au contraire, de se moderniser, puisque c'est important, au contraire, d'avoir une plus belle image, de devenir un peu plus jeune. Faut ramener une image de gauche. Moi, c'est un peu le meilleur compliment quand on parle des médias modernes, de se moderniser, d'être aussi de son temps, d'arriver à parler à un public. Ça, c'est quelque chose sur lequel c'est vrai qu'on essaie de faire en sorte, nous, dans la forme, c'est pas ringard, quoi. C'est ça. Je pense que dans la dimension faire attention à actuelle, l'esthétisme. Oui, dans la dimension du journalisme actuel, c'est quelque chose qui, dans la façon de communiquer, c'est important. Et je pense que beaucoup de journalistes qui sont passés aujourd'hui en dehors des circuits, qui effectivement étaient un peu électrons libres au début, ils sont allés vers le journalisme, ont des codes et qu'aujourd'hui la gauche a détecté. Et ils appellent ça, mais c'est une émission Mediapart qui s'appelle le pop-fascisme maintenant, et ils ont analysé ça. Je sais pas si ça vous fait réagir. Moi, je pense que ça leur est insupportable, mais c'est ce que vous faites à Frontières. Vous faites de la radio, vous faites de la télévision, vous faites des vidéos, vous faites un magazine. Moi, je crois qu'il faut utiliser tous les moyens techniques à sa disposition, y compris les plus récents, les plus modernes. Hein. Donc, n'ayons peur de rien. Merci beaucoup, Claude Cholet. Merci d'être venu avec nous. Merci de votre invitation. Et puis on espère vous revoir très bientôt dans la matinale de Frontières, peut-être pour nous parler justement de cette cellule fact-checking que vous ouvrirez, on l'espère. Alors à bientôt. À très bientôt. Et puis j'invite effectivement nos auditeurs à se procurer votre livre. Vous pouvez peut-être le remontrer à la caméra, donc qui a été créé justement pour faire un petit peu un bilan de toutes ces écoles de ce journalisme qui sont plutôt, en tout cas, en train de pencher à gauche. Dans un instant, après la publicité, Jules, tu seras